Bonsoir, bienvenue à l'émission Rencontre. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de rencontrer pas le président, mais le directeur du Festival des films de Portneuf, non, du Festival des films sur l'environnement, pour l'environnement, c'est ça. Festival... Il s'appelle Léo-Denis Carpentier. Je l'ai avec moi, il va nous expliquer comment s'appelle son festival. Bonjour Léo-Denis, ça va bien? Bonjour. Oui, c'est le Festival de films pour l'environnement. Ça a changé de nom, oui, ça. Au début, en 2003, lorsqu'on a créé l'organisme qui s'appelle Rendez-vous culturel de Saint-Casimir, on a créé en même temps le Festival de films de Portneuf sur l'environnement. Puis en cours de route, pour toutes sortes de raisons que je n'élaborerai pas ici là-dessus, on a décidé de changer de nom. C'est devenu le Festival de films pour l'environnement. Donc, c'est toujours le FFPE. Ça ne changeait pas de sigle, non, c'est ça? Exactement, c'est parfait ça. Oui. Mais avant qu'on se mette à parler de l'origine de ça qui m'intrigue beaucoup, quand même, là, on va parler de ton origine à toi. Tu viens d'où, Léo-Denis? Moi, je suis un pur Casimirien. Un Casimirien. De père et de mère. Ah, d'accord. Donc, mes parents sont natifs de Saint-Casimir. Puis moi, je suis natif de Saint-Casimir. Mais quand on dit natif, un vrai natif, là. Parce qu'en 1955, tu venais au monde à la maison. Donc, le docteur est venu faire l'accouchement dans la nuit du 2 au 3 novembre. Donc, je suis du 3 novembre, mais j'ai été baptisé l'avant-midi même à l'église qui était à quelques pas, parce que moi, je suis né sur la rue Saint-Pierre à l'époque, qui est aujourd'hui la rue Hardy, qui est d'ailleurs, c'est quoi, 3-4 maisons de la maison natale du fameux poète Alain Grandbois. Ah. Donc, puis ça s'appelait les petites rues dans le temps. Ah parce qu'à Saint-Casimir, comme dans plein de villages au Québec ou de villes, il y avait des quartiers. Fait que nous, c'est le quartier des petites rues. Tu avais en bas de la côte, tu avais ça à la côte, tu avais le boulevard, tu avais les rangs. C'était comme ça. Fait que moi, je suis un gars des petites rues de Saint-Casimir. Né dans la maison en plus. Oui, exactement. La maison était deux maisons de celles qu'ensuite on a habité. Mes parents ont déménagé 2 fois dans leur vie. Une fois de 2 maisons, j'avais 3 ans et demi. Puis l'autre fois de l'étage du rez-de-chaussée en haut pour un logement plus grand. Puis ensuite, ils ont acheté la maison, puis ils n'ont plus jamais déménagé. Ça, c'est de la constance. Oui, exactement. Et comment c'était grandir, avoir une enfance à Saint-Casimir dans les fins des années 50, comme ça? Bien, ce qui était le fun, mon père était bien impliqué. Il était dans les pompiers, il était dans plein d'activités. Et la patinoire, qui était, à l'époque, il n'y avait pas d'aréna. Donc, il était quand même pas tellement loin, juste à côté de l'église et du centre paroissial. Et mon père allait arroser la patinoire le soir. Donc, des fois, dépendant si j'avais été sage ou pas, il m'emmenait avec lui, puis le soir, on allait arroser la patinoire. Et quand on allait patiner, on mettait nos patins dans la maison. On partait dans la rue, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du calcium comme aujourd'hui, puis il ramassait la neige, mais c'était pas en tout cas. On pouvait quasiment patiner dans la rue, sur le trottoir, là. Et là, on se rendait à la patinoire. Et là, on se gelait comme faux. Quand on revenait, bien là, on pleurait parce qu'on on s'était gelé les orteils. Puis là, ça picotait, ça faisait mal. C'était dans le poêle, puis notre mère, elle nous jouait après, essayer de refaire circuler le sang. Fait que c'était ça. À cette époque-là, il y avait, j'imagine, plus de gens à Saint-Casimir que maintenant, c'est ça? D'après moi, oui. Je sais que Saint-Casimir, il y a déjà eu, mais avant ça, autour, je pense que c'est 4800 de population. Aujourd'hui, c'est 1500. Mais moi, quand j'étais jeune, d'après moi, c'était plus autour de peut-être 3000, 3500. Avec plus d'enfants que maintenant, peut-être? Oui, bien, les familles, si je regarde, mettons, du côté de mon père, il était 16 enfants, ma mère, 8. Puis il y a des familles de 20, 15, 20 enfants par famille. Fait que c'est sûr que ça peuple un village. C'est pour ça que quand on va à Saint-Casimir, parce que le patrimoine bâti aussi m'intéresse beaucoup, c'est qu'on voit des maisons très grosses avec un rez-de-chaussée en pierre qui ressemble à une boutique. C'est parce qu'à l'époque, c'était beaucoup des artisans qui sont venus s'établir à Saint-Casimir. Comme moi, mon grand-père était cordonnier. Donc, le rez-de-chaussée, c'était sa boutique il y avait un genre de boutique, puis il y avait sa cordonnerie atelier. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Puis après ça, en haut, il y avait l'étage principal. Puis ensuite, en haut, il y avait les dortoirs ou les... Chez mon grand-père, il y avait 2 dortoirs, un pour les gars et un pour les filles. Ah, tous les gars dormaient dans le même... Ah, oui, d'accord. Oui. Mais au-dessus de la boutique, c'est ça? Oui, bien 2 étages au-dessus de la boutique. Ton grand-père, il faisait quoi? Cordonnier. Henri Carpentier était cordonnier. Puis c'est mon parrain. Alors, quand j'étais jeune, mon père... Parce que mon père, il a eu une auto, il était dans la cinquantaine. Donc, avant, il y avait un BC qu'on appelait un 28 à tailleur ballon, donc les roues de 28 pouces. Oui. Et des grosses roues. Il y avait un panier parce qu'il était peint en bâtiment, donc il mettait ses chaudières de peinture, pinceau, tout ça, dans son panier, puis il allait faire des contrats à Saint-Casimir. Mais il travaillait aussi dans une
C'était une shop, j'aime pas le mot, mais je ne sais pas comment on appelle ça, là. En tout cas, une entreprise où ils fabriquaient des bâtons de baseball, des hockey, des manches de hache, de marteau, tout ça. À Saint-Casimir? À Saint-Casimir, oui, oui. OK. Et ça, c'était presque en face de chez mon grand-père. Fait que mon père, le matin, surtout, je crois que c'était le jeudi, il savait que j'adorais le lait au chocolat. Et à l'époque, les laitiers passaient, c'était des pintes en verre avec un petit truc dessus, en carton, au lieu d'être de l'argent. Et mon grand-père lui achetait toujours du lait au chocolat, entre autres, puis du lait aussi normal, là, naturel. Et moi, mon père me laissait là, chez mon grand-père, je passais la journée avec lui, puis quand je voyais arriver le laitier, j'étais le premier à verser un verre de lait au chocolat. Fait que, puis là, je passais la journée à jouer, à couper des bouts de cuir ou faire toutes sortes de trucs en cuir pour donner un coup de main à mon grand-père, mais dans le fond, j'étais bientôt jeune, je ne lui donnais pas un coup de main, c'est plus que je m'occupais. Au lieu d'avoir une garderie, c'est mon grand-père qui s'occupait. C'est ça. La garderie, c'était la patinoire, c'était ça à l'époque, effectivement. Et puis, comment t'en es venu, comment t'es sorti de Saint-Casimir, on va dire? Bien, j'ai jamais vraiment sorti de Saint-Casimir. Parce que quand on dit, tu peux sortir quelqu'un d'une place, mais tu ne peux pas sortir la place de lui. Bon, mais moi, c'est sûr, je serais un Casimirien toute ma vie. Puis même quand j'ai travaillé à Montréal, en cinéma, je prônais pour Saint-Casimir, la région de Portneuf. Puis ils savaient que ça existait, ils savaient c'était où. Puis quand je pouvais, j'emmenais des gens dans la région. Mais ce qui est arrivé, c'est que adolescent, je suis allé travailler dans les mines. J'avais 17 ans dans les mines d'or en Abitibi. Ah bon? Joutel, Matagami, dans le nord, je pense que c'est le nord-est d'Abitibi. Puis après ça, quand je suis revenu, ben là, j'avais commencé aussi à faire des trucs pour Étienne Dusablon, photographier Étienne Dusablon. À l'époque, c'était un peu j'étais quand même habile, donc je faisais des sculptures pour les mariages. Donc, je faisais, mettons, un truc comme un faux parchemin, puis lui, il insérait la photo des mariés là-dedans, puis je m'amusais dans la sculpture. Puis là, ben, pour Étienne, j'ai commencé un peu à travailler dans son laboratoire, puis dans sa maison à Saint-Casimir. À l'époque, c'était vraiment juste une chambre là, qui était une chambre noire. Puis là, j'ai commencé à faire des trucs pour lui. Donc, je me suis mis à aimer la photographie, puis à en faire aussi moi-même. Puis là, ben, j'ai décidé d'aller suivre des cours au Cégep du Vieux-Montréal en photographie. Fait que j'ai été suivre des cours là. Ah, mais ça a été ton premier accès à Montréal aussi. Là. Tu rentrais à Montréal. Oui, là, c'était la découverte de la grande ville. Mais j'ai aussi suivi des cours à l'époque, ça s'appelait du dessin publicitaire. Ça, c'était à Québec, à côté de Place Fleur-de-Lys. C'est une école technique. Donc, le dessin publicitaire, c'est l'ancêtre des infographies, le graphisme. Puis à l'époque, ça s'appelait du lettre 7. Donc, on décollait des lettres d'un genre de stencil avec un crayon de plomb. Puis on faisait aussi des transferts avec des encres full de produits chimiques. Je me souviens, moi, à un moment donné, on était sortis là, tout le monde avait mal à la tête, puis on a tout comme buzzé parce qu'on était quand même jeunes. Ça, c'est secondaire... secondaire, c'est-à-dire 10e, 11e année, secondaire 3 et 4, je pense, là, à peu près. Je ne saurais pas calculer. Non, okay. Moi, je ne suis pas passé par là. On laissera les gens faire le calcul, mais c'est à peu près ça. Donc, pré-ado, là. Puis avant ça, ben, j'avais aussi... Je suis allé 2 ans au Collège de Lévis. Je voulais faire mon cours classique. Donc, de là, mon amour pour le français. Éléments latins, syntaxe. Donc, j'ai appris les racines grecques et romaines là, du français. Ce qui m'a permis par après de m'intéresser à la poésie et de m'intéresser au français. On va y arriver tout à l'heure à la poésie. Justement, tu as un livre avec toi. Oui, mais ça, je le cache, mais c'est pas possible. Mais si j'ai bien compris, donc d'abord le Collège de Lévis, ensuite l'école de photographie. L'école technique à Québec. L'école technique à Québec. Là, un petit séjour de 2 ans dans les mines, puis après ça, quand je suis revenu, là, l'école de photographie officiellement. À Montréal. Oui. Celui-là, à Montréal. OK. Mais juste pour revenir un peu... Montréal, dans les premières années que ça allait ouvert, je pense en 76, sur les 17, c'est autour de ça que j'étais là. OK, c'est à côté d'où j'ai grandi, moi, justement. Ah oui? Mais donc, juste pour revenir, il y avait un cinéma à l'époque à Saint-Casimir. Est-ce que tu allais au cinéma? Non, c'est faux. Il n'y avait pas de cinéma? C'est faux. Il y avait 2 cinémas. Ah, OK, d'accord. Il y avait... Parce qu'à Saint-Casimir, il y a souvent eu des genres de chicanes de quartier, si on veut dire ça comme ça. Donc, il y avait les Chevaliers de Colomb qui avaient, eux, décidé en 1947 de bâtir la salle des Chevaliers de Colomb. Et avec une superbe salle de cinéma, des projecteurs 35 mm à arc et un tourne-disque pour faire jouer la musique pour les films parce que la pellicule était muette, là, c'était comme ça. Et
d'autres gens de la municipalité, eux, ils ont décidé de construire ce qu'on appelle le centre paroissial, qui est devenu l'hôtel de ville, où là aussi, il y avait du cinéma, avec des vrais bancs de cinéma, puis des projecteurs, puis tout. Okay. Fait qu'il y avait comme 2 clans à Saint-Casimir, donc il y a 2 salles de cinéma. Mais à l'époque, tu sais, si on pense qu'il y avait 3 000 à 4 000 personnes, ça avait plus de sens, mettons. Oui, effectivement. Mais lequel est resté, là, celui qui est devenu la brasserie? Bien, c'est ça. Lui, bien, il a fini par fermer parce qu'à un moment donné, les salles de cinéma en région, bien, à cause des VHS, les clubs vidéo, tout ça, ça avait un petit peu... ça s'est fait tasser. Donc, puis ils n'ont pas voulu investir à des nouveaux équipements parce qu'on s'entend, ça a bougé beaucoup. Là, je vous parlais des projecteurs 35 mm à arc. Donc, c'est comme quand on fait de la soudure. Là, ce qui fait la lumière, là, c'est vraiment une tige avec un contact électrique. On est loin d'être là aujourd'hui. Là. Fait que ça a évolué, puis on a décidé, en cours de route, d'arrêter. Je pense que c'est dans les années 60, je n'ai pas la date exacte, de faire des projections de films. La salle paroissiale, où moi j'ai fait ma première et deuxième année, on était dans des petites classes, puis je me souviens qu'au centre, il y avait encore la cabine de projection. Mais je ne sais pas quand ils l'ont... Mais il n'y avait plus de projection. Puis moi, j'ai fait première année en 1960. Fait que là, déjà, il n'y avait plus de projection de film à ma connaissance. Donc, c'est celui des Chevaliers de Colomb qui reste encore. Oui, il reste plus longtemps, oui. OK, d'accord. Donc, tu es allé tu as étudié le cinéma, la photographie. Le cinéma, il est venu comment, justement? Ça, c'est par hasard, presque. Ah, il y a des beaux hasards comme ça dans la vie, hein? Moi, je ne crois pas au hasard, mais je dis ça parce que c'est un peu ça. C'est que j'avais un ami, moi je m'intéressais beaucoup notamment à la photographie, la pellicule 35 mm, tout ça. Puis j'avais un ami que son beau-frère, il avait une maison de production à Montréal, mais il avait un chalet au lac aux Sables. Puis mon ami, ben tu sais, j'allais souvent au lac aux Sables, puis des fois, bon, on allait se baigner ou on faisait du bateau à voile, des trucs comme ça. Puis je disais, moi en tant que photographe, je posais des questions, mais je dis, j'aimerais ça un jour aller voir comment ça se passe sur un plateau de tournage. Parce que ça m'intriguait, tu sais. Mais je connaissais déjà un peu le cinéma genre Chaplin, tout ça, puis les films, là, Ben Hur et compagnie dans ces années-là. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, il y a 2, puis lui, il faisait des publicités. Donc, il dit, une publicité, une couple de jours, si ça t'intéresse, tu pourrais venir, tu serais comme assistant de production, puis ça, je peux chauffer des camions, tout ça, parce que je connaissais un petit peu Montréal, parce que j'avais déjà été, quand j'étudiais au Cégep du Vieux, je m'étais trouvé une job-in, là, de faire du transport de vêtements dans la ville de Montréal. Je n'avais pas eu le choix, avec mon livre, d'apprendre les rues. Oui, ça, c'était avant les GPS. Oui. C'est ça. Fait que donc, il me dit ça, et j'ai dit, OK, je vais regarder si je suis capable de me libérer et d'y aller. Donc, c'est ça qui est arrivé. Et là, quand il a dit ça à son beau-frère, son beau-frère, il dit, OK, dis-y qu'il amène sa caméra 35 mm, puis la pellicule, on va y payer ses développements, il va faire des photos de plateau. Fait que mon ami Marion, il me rappelle, il me dit, écoute Léo, il dit, André est bien content que tu viennes, mais il te fait dire d'amener, si tu veux, ton appareil 35, puis la pellicule, puis il va te payer tout ça pour faire des photos de plateau, puis il me donnait 25 $ de plus par jour. Fait que, on était en 1979, là, quand même. Toute une occasion, il fallait que tu sautes là-dessus. Oui, mais en même temps, j'étais complètement dépaysé, parce que moi, ce que je faisais comme photographie, c'était plus, mettons, des finissants, bébés sur le coin de la table, des mariages, des portraits, des trucs comme ça. J'avais jamais été sur un plateau de tournage de film ou de publicité, peu importe, et j'avais aucune idée de ce que faisait un photographe de plateau. Je ne sais même pas si je savais que ça existait, le métier de photographe de plateau. Je suis pas sûr que tout le monde sait que ça existe non plus. Mais dans le fond, c'est de faire des photos, un peu comme maintenant ce qu'on appelle les making-of. Aujourd'hui, c'est beaucoup fait en vidéo. Ouais. Donc, tu fais des photos des comédiens ou des techniciens en train de préparer ce qui se passe, puis ils mettent ça dans leur dossier, puis ils s'en servent. C'est ça, de fil en aiguille, tu t'es ramassé à travailler avec Sergio Leone. Oui, là, ça c'était des publicités. Donc, des fois, c'était une journée ou deux. Fait que là, j'ai aimé ça. Puis là, il y avait d'autres publicités, puis ils ont aimé aussi ce que je faisais, parce que moi, j'étais prêt à faire à peu près n'importe quoi, là. Autant faire le café, passer le balai que faire des photos de plateau. Toi, c'est le cinéma qui t'attirait à ce moment-là. Oui, c'est ça. Puis là, à un moment donné, la directrice de production de ces productions-là, elle me dit, écoute, j'ai une amie qui vient d'avoir un méga gros contrat. C'est un film international, l'un des premiers qui se tourne à Montréal. Puis ils cherchent des chauffeurs, des assistants de production. Fait que si ça te tente, c'est quand même 2-3 mois de travail. Puis ça, je suis allé rencontrer au bureau de production à Montréal cette personne-là. Puis elle m'a dit, on t'engage. Fait qu'on m'a engagé.
Puis là, c'était Il était une fois l'Amérique de Sergio Leone. Tout de suite, tu commençais dans les... Ça, c'est le premier long-métrage sur lequel j'ai travaillé. Fait que là, mettons que ça a fait OK. Mais à l'époque, pour moi, ça, tu sais, tout était comme... Parce que je travaillais déjà avec des comédiens connus, montréalais, Jean Besseré, ou tu sais, des gens qui... les publicités, c'est des personnes connues. C'est vrai. Où j'avais travaillé aussi avec une campagne publicitaire d'un premier ministre, Pierre-Marc Johnson. Tu sais, fait que je faisais... moi, dans le fond, que tu sois italien, britannique, américain, québécois, canadien, on est dans le cinéma ou dans des... C'est normal d'avoir des vedettes, on est dans le cinéma. On est dans un studio ou dehors, fait que c'était ça. Fait que moi, j'étais prêt à toutes sortes de défis. Puis là, ben, quand on m'a engagé, ben, on a vu, tu sais, j'étais quand même, j'opérais. Puis même, c'était drôle dans le temps parce qu'ils disaient, ben, les gars de la campagne, on dirait qu'ils veulent plus faire leur place. On dirait qu'ils ont plus de quoi prouver, ils sont plus efficaces. Fait que moi, on m'a mandaté pour être le chauffeur privé de Rémi Julienne. Rémi Julienne, c'était un chef cascadeur qui a fait plein de Jean-Paul Belmondo, Louis de Funès, les James Bond. C'est un des chefs cascadeurs connus mondialement. Là. Fait qu'on m'a mandaté pour être son chauffeur privé. Donc, on part de Montréal, on s'en va à Louisville, au fleuve, ça c'est le lac Saint-Pierre. On tournait les scènes qu'on passe dans le film qui sont à New York avec des bateaux à vapeur, tout ça. Puis ils ont fait un vol de diamant, puis ils sautent c'est-à-dire dans le port de New York, là. Puis l'océan, mais en tout cas, c'est... fait que donc, ça a tout tourné sur Louisville. Alors là, moi, je vais chercher M. Julien, je pense à l'aéroport ou à l'hôtel, puis je l'amène sur le plateau parce que lui, il arrivait au Québec, puis il devait rencontrer M. Leone pour qu'il discute des cascades qu'il voulait faire avec... ça, c'était James Wood, puis Robert De Niro, puis les quatre là, dans l'auto, une auto ancienne, parce qu'on parle de scènes qui se passent dans les années, je pense, 30 à peu près, 30-40 à New York. Fait que là, on court après M. Leone, mais M. Leone, il vient de partir de Louisville, il s'en retourne à Montréal. Fait que là, ben, on repart, on s'en retourne à Montréal. Puis là, ben, on va le rencontrer dans un restaurant italien, naturellement. Fait que moi, ce que je trouvais, j'étais impressionné parce que tous les midis, on avait du vin sur la table, du vin italien, rouge et blanc. Bien sûr. Ça, c'est hyper important. Mais tu sais, on ne buvait pas une bouteille, mais on avait droit à un verre de vin. Déjà à cette époque-là. Énormément. Dans tout ce que j'avais travaillé avant, il n'y avait pas ça. Et on s'en va dans un restaurant italien où M. Leone mangeait pour que M. Julien puisse être ensemble. Fait que moi, j'étais assis à notre table avec le chauffeur de M. Leone. On mangeait aussi dans le restaurant italien, quasiment à la maison. Là. C'était assez impressionnant. Okay. Puis là, ben, ça a fait que, regarde, c'est ça que je veux faire dans la vie. Là. Pas nécessairement être chauffeur ou être assistant de production, mais travailler sur des plateaux de tournage. OK. Puis ça t'a appris quoi de côtoyer M. Leone comme ça? Ben, ça m'a appris, c'est une gang de fous. OK. En partant. Ils ont des caractères, ils ont des égos énormes. C'était vraiment pas évident, mais toi, tu fermes ta boîte puis tu étais là. Le petit chauffeur, là, il ferme ta boîte. C'est ça. Tu fais ce qu'il te demande de faire. Puis, j'aimais beaucoup voir comment travaillaient les Italiens parce qu'il faut dire c'était une coproduction. Italie, Cinecittà, les États-Unis, puis le Québec, Canada, là, parce qu'il y avait de l'argent. C'est une trilogie qui a tourné. Il était une fois dans l'Ouest. L'Amérique, puis la Révolution. C'est une trilogie que Léoné faisait, puis je me souviens. Je pense, en tout cas, il y avait eu de quoi avec M. Trudeau, père, que s'il venait tourner au Québec, au Canada, il avait accès à du financement. Parce qu'on parle de millions. Là, il y a toujours quelque chose comme ça dans le cinéma. Hein? Ouais. Fait que donc, les chefs de département, chef électro, chef éclairagiste, chef... de la photographie, caméraman en chef, tous les chefs de département, la script, assistant à réalisation, étaient des Italiens et des Italiennes qui venaient de Rome, des studios Cinecittà. Puis le camion d'équipement, qui était, il me semble, un Fiat, si ma mémoire est bonne, là, ils l'ont pris en Italie, ils l'ont mis sur un bateau, ils l'ont débarqué à New York, puis c'est un chef machinot de Montréal qui est allé les rejoindre là-bas pour l'amener. Puis il l'avait brisé, il a fallu en tout cas qu'il saute des morceaux. Puis il n'y avait pas de camion comme ça ici? Non, on louait à l'époque, mais il n'y avait même pas, ça va jouer location, ça n'existait pas, c'était Tilden ou Hertz, là, des compagnies de location d'auto, puis de camions. Mais c'est des camions, me semble à ma connaissance dans ce temps-là, je me souviens pas qu'il y avait des camions d'équipement, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as tout. Puis là, mettons, on faisait des scènes de rig de caméra après une auto pour suivre les personnes qui parlent dans l'auto.
c'était des madriers. C'était du bois, des genres de courroies, comme en anglais on dit des straparachets, là, des courroies qu'on peut serrer, puis des madriers, des plywood. Moi, ça me dépassait parce que je me disais, waouh, c'est des artisans, ces gens-là. Puis on a fait, je me souviens, dans le Vieux-Montréal, là, on a fait, c'est pas moi, là, moi j'étais là, T'observais? Oui, j'observais, puis ça rentrait, là, puis je suis sûr que j'avais les yeux ronds. En doute Et pas. là, on voyait, là, ils ont fait un long dallé. Ça, c'est le chariot sur lequel tu mets une caméra. C'est des roues, puis là, tu as le caméraman qui est là-dessus, puis tu as un machiniste qui pousse ou qui tire. Mais c'était long, c'était au moins 50-60 pieds, puis il précédait les deux comédiens qui s'en venaient, De Niro, puis je me souviens pas si c'était James Wood ou qui était avec lui. Puis à mesure qu'eux autres, ils reculaient, parce que c'était tous des plywood, des panneaux de contreplaqué 4 pieds par 8 pieds, puis il avait mis comme des genres de petites poignées de cordes après ça. Puis là, il tassait à mesure parce que la caméra, elle voyait l'asphalte. Ah, il ne fallait pas qu'elle voie. Mais non. Mais non, c'est ça, je comprends. Ah, Fait ça que fait assez artisanal. ça m'impressionnait de voir, wow, c'est comme ça que ça se fait, tu sais. Tu m'as pas dit au téléphone l'autre jour qu'il y avait aussi un travail avec la musique en même temps. Tu as dû apprendre ça aussi. C'est-à-dire que c'est que Sergio Leone, de la manière qu'il travaillait, en tout cas, mais là, sur ce film-là, j'ai pas vu ça. Parce que c'est une partie du film qui a été tourné à Montréal, où des cascades, des trucs dans le Vieux-Montréal, des fusillades, tout ça. Mais ce que j'ai dit par rapport à la musique, c'est que M. Leone, lui, il travaillait avec Ennio Morricone, qui est un musicien, pour moi, c'est vraiment un maître de la musique de film. Là. Puis la première fois, juste pour une petite anecdote, c'est que la première fois qu'un producteur italien qui voulait mettre de l'argent dans un film que Leone voulait faire, il a dit, il faut que tu rencontres Ennio Morricone, qui était un jeune musicien à l'époque. Puis Leone ne voulait rien savoir de rencontrer cette personne-là. Je sais pas, je connais pas tout le fond de l'histoire, mais il ne voulait rien savoir de le rencontrer. Il travaillait déjà avec des musiciens. Puis... Ils ont fini par se rencontrer, mais Leone, il a dit, regarde, je vais lui donner un défi. Fait qu'il a dit, tu me fais la musique, mais avant que le film soit tourné. Juste sur un scénario écrit, là? Oui, la base de l'histoire, tu me crées la musique là-dessus. Puis Leone, il a tellement été impressionné, il a tellement aimé ça, qu'après, ces films, comme si on pense Le Bon, la Brute et le Truand ou Il était une fois dans l'Ouest, la longue scène qui découvre le village, la ville, là, où arrive le train, qui est dans le fond, c'est ça le trésor ou ce qu'il y avait que la femme, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, mais c'est que la femme, Claudia Cardinal, elle arrive dans une place, c'est le désert total, puis elle dit, il m'a donné un terrain, il m'a donné une terre ici de son mari qui est décédé, dans son testament. Et là, elle ne comprend pas, parce que, écoute, c'est des cactus, c'est rien. Mais en fin de compte, c'est que le train va passer là, puis ça devient une ville. Ah oui. C'est ça, le trésor, puis tu sais. Mais la longue shot qu'on voit, puis qu'on découvre tout ça, là, que la musique... Leone, il a mis la musique de Morricone live avec des haut-parleurs, puis les comédiens, puis tout se tourne sur la musique. Donc, les mouvements des gens, les chevaux, tout se tourne en chorégraphie sur la musique. Et maintenant, toi-même, tu veux un peu travailler comme ça? C'est ce que tu je travaille déjà comme ça. J'essaie, quand je suis capable d'avoir de la musique, mettons, j'ai un projet, d'avoir de la musique de base, puis là, après ça, pouvoir travailler là-dessus. Là, il nous reste seulement 5 minutes, à peu près 6 minutes, on parle beaucoup. J'aimerais que tu nous expliques comment tu es revenu dans le coin de Saint-Casimir, parce que tu n'habites pas à Saint-Casimir, là, actuellement. Oui, bien, j'ai habité... C'est-à-dire que pendant que je travaillais en cinéma à Montréal, j'ai toujours eu un lien avec Saint-Casimir. Puis après ça, Saint-Uribe, depuis, ça fait peut-être une vingtaine d'années. J'avais tout le temps un pied à terre, parce que mes parents d'ailleurs, qui sont toujours vivants, qui sont encore à Saint-Casimir. Fait que j'ai toujours un lien avec la municipalité, le village. Puis j'ai toujours été impliqué au niveau soit des fêtes de la Saint-Jean-Baptiste ou les fêtes du 150e de Saint-Casimir en 1997. Tu sais, j'ai tout le temps été impliqué dans les activités. Je suis cofondateur de la Société d'histoire et de généalogie. Ah bon? Okay. Donc, on a un centre de généalogie à Saint-Casimir qui est le centre, le salon G-Robert Tessier, qui était notre fondateur. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps gardé un lien avec la municipalité. Puis... c'est pour l'éternité, dans le fond. Est-ce que tu es revenu pour fonder le festival? Comment c'est... Bien, oui, à l'époque, c'est que le couvent, le vieux couvent, était abandonné, puis il était question qu'ils le détruisent. Fait que Mme Danielle Dusablon, puis d'autres personnes, ils m'ont dit, écoute, il faudrait trouver de quoi pour... Puis là, ils ont créé une fondation. Moi, ben, je dis, pourquoi pas un festival de films?
Puis à l'époque, je travaillais avec j'étais l'adjoint à mise en scène de M. Jacques Languérand. OK. Donc, je parle de ça à Jacques, puis il dit, ben pourquoi tu ne pars pas un festival de film sur l'environnement? Il n'existait pas au Québec. Et lui, il était déjà porte-parole du Jour de la Terre. Fait qu'on a commencé comme ça. Donc, en 2003, on a créé le Rendez-vous culturel, puis l'entité Festival de film. Puis en 2004, avril 2004, il y avait le premier festival de films en environnement, le premier festival francophone de films en environnement en Amérique. OK, donc c'est parti là, ça fait quand même longtemps que ça existe, cette aventure-là. Tu as appris beaucoup de choses sur l'environnement, j'imagine? Oui, au début, c'était vraiment, on était pas mal à la base, on disait, bon, ben, il faut essayer de ne pas trop gaspiller l'eau potable. Mais moi, dans ma tête, au Québec, il y en a des lacs, des rivières, oui, d'eau potable. Ça fait un peu drôle, oui. Fait que je voyais le monde avec les bouteilles, je ne comprenais pas. Puis en cours de route, ben, puis là, il y avait aussi les déchets. Qu'est-ce qu'on fait avec les déchets? Puis l'air, la pollution de l'air. On parlait un peu du pétrole, mais pas comme aujourd'hui. On ne parlait pas d'auto électrique, on ne parlait pas de toute l'électrification des transports, train, tout ça, on ne parlait pas de ça. Puis en cours de route, ça c'est tout. Au début, c'était vraiment mettons, comme des méga porcheries, des affaires comme ça. Mais là, en cours de route, ça c'est tout comme. Moi, je vous dirais, c'est comme un entonnoir que ça a fait ça. Et là, aujourd'hui, on arrive à des solutions. On a plus de dire, bien, regarde, on peut justement l'électrification des transports. Bon, c'est une solution. Ça ne règle pas tous les problèmes, comme il y en a qui pensent. Non, mais c'est moins polluant. Ouais. C'est pas polluant. C'est moins polluant. Puis là, on essaie de trouver des solutions. Puis là, on voit que, comme avec la pandémie, puis avec les feux de forêt qu'il y a partout, puis les inondations, puis on voit que la planète, ça va pas bien. Mais il ne faut pas penser de sauver la planète, il faut sauver l'humain en nous. Donc, il faut faire des petits efforts pour augmenter notre qualité de vie. Pour la planète, inquiétez-vous pas, elle va résister aux dinosaures, elle va résister aux humains, puis elle va être encore là dans X centaines de milliers d'années. Là, le temps file. J'aimerais pas qu'on se quitte sans que tu nous parles de ton intérêt pour Alain Grandbois, parce que tu nous as dit que tu avais grandi à côté de la maison du poète, qui ne devait pas être là à cette époque-là. Il était là encore? Ah non, il n'était plus là. Il était mort, c'est ça, à ce moment-là. Non, il est décédé en 1975. Moi, je suis né en 1955, donc toute ma jeunesse, j'ai quand même vécu, mais je ne l'ai jamais rencontré. C'est sûr que j'aurais aimé ça, mais ça n'a jamais donné. Puis quand, je me souviens, moi, au secondaire, on avait un livre sur la littérature canadienne-française. Il y avait les Vigneault et compagnie là-dedans, puis Leclerc, puis tout ça. Puis moi, je m'étais arrêté. Il y avait une page sur Alain Grandbois, né à Saint-Casimir de Portneuf. Ça impressionne. Oui, tu sais, c'était... Puis après ça, bien, toute sa vie, c'était un aventurier, Alain Grandbois. Là, on pourrait en parler, on pourrait faire une émission juste sur sa vie. Qu'est-ce qui t'attire le plus, sa poésie ou sa vie, ou les deux? Moi, je pense que c'est sa vie trépignante qui m'attire beaucoup. Sa poésie, mais lui, il a été quand même considéré comme le premier poète, disons, international par les Raoul Duguay, puis les poètes, même Gaston Miron, c'est lui, Gaston, qui a édité au Québec par l'Hexagone. Quand il a fondé l'Hexagone, le premier poète qui a édité, c'était Alain Grandbois, Les îles de la nuit. Si tu as amené le livre, j'imagine, c'est parce que tu veux nous en lire un extrait. Si on a le temps... j'aimerais ça. Okay. Quelque chose qui te touche particulièrement, là? Bien, il y a plein, comme vous pouvez voir, tout me touche. Ça, c'est les poèmes, donc. C'est un peu tous les poèmes que Grandbois a écrits. Mais là-dedans, je vais vous en lire une couple de très petits. D'accord? D'accord. On t'écoute. Les lois éternelles. Les lois éternelles galopaient comme des chevaux fous. Les nuits tombaient l'une sur l'autre. Nous avions les yeux brûlés. Ô creux d'épaules mortelles! Déjà, la houle de la mer nous envahissait. Déjà, les étoiles véhémentes criaient leur adieu. Ô nos mains liées pour un parcours indéfini sur le doux rivage de ton visage. Le doux rivage de ton visage. Ça, c'est tiré de Rivage de l'homme. OK. Je pense qu'on a le temps pour un petit dernier. Petit. 30 secondes, pas plus. OK. Parce qu'il y en a des plus longs, mais je vais vous essayer de vous en trouver. J'en avais un petit ici. Là. Tu peux simplement aussi nous expliquer un peu pourquoi ça te touche, ça? Bien, ça me touche parce que Alain Grandbois, il a beaucoup voyagé dans sa vie. C'est un aristocrate qui venait d'une famille très riche. Les grosses maisons de Saint-Casimir qu'on voit, c'est pour la famille Grandbois. OK. Et... c'est tout le temps dont on dispose, mon pauvre. On se reprendra. Ben, je te remercie beaucoup, c'était très agréable. Eh bien, mesdames et messieurs, nous recevions Léo Denis Carpentier, le directeur du Festival des films pour l'environnement.
de Portneuf, non? Oh, on peut rajouter on le Portneuf rajoute, comme on on le veut. rajoute. Eh bien, à la semaine prochaine, c'était Aubert Tremblay qui était avec vous aujourd'hui.